Ça y est, comme vous pouvez le constater, chez nous, il gèle. Les températures négatives sont maintenant là, même en journée, ce qui signifie pour nous la fin des travaux extérieurs. On a eu des magnifiques journées au mois de novembre qui nous ont permis de bien avancer. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire un petit résumé pour que vous puissiez avoir une idée de ce qui nous occupe en fin d'année concernant le potager et surtout les élevages, puisque c'est sur ça que je vais me concentrer dans cette vidéo, puisqu'on a eu 2 naissances. Donc je vais vous montrer ce qu'on a fait quand on a des naissances, et je vais vous montrer aussi les traitements ou les soins qu'on a eu à faire. J'ai beaucoup changé mon approche, puisqu'avant je voulais du 100% naturel, et en fait pour pouvoir faire du naturel et avoir des animaux en bonne santé, il faut du temps, il faut qu'un équilibre se soit installé, et au début ce n'est pas le cas. Donc pour prendre soin de vos animaux, malheureusement vous aurez besoin du chimique, et donc c'est un petit peu ça que je vais vous expliquer dans cette vidéo. On a rechargé les allées en copeaux, il n'y a vraiment plus grand chose au potager. Là vous pouvez voir les asperges qui ont complètement gelé. Je crois que je vous avais filmé quelques petites séquences quand on avait remis les copeaux, donc j'essaierai de vous les insérer. Donc là en fait avec le râteau je suis en train de récupérer tous les copeaux de l'année dernière qui sont devenus un bon terreau. Donc c'est pas encore complètement décomposé, mais ça va finir pendant l'hiver, hein. Donc ça c'était vraiment des gros morceaux au départ, et on voit qu'il y a de moins en moins de gros morceaux, quoi. Il reste que des tout petits morceaux. Je le mets sur mes asperges, ça c'est des asperges d'Argenteuil. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc en fait en gros on les a un peu butés, quoi, avec cette sorte de broyat bien décomposé, bien noir. Là dans quelques mois c'est vraiment de la terre, hein. Il restera quasi plus de copeaux. Et du coup ceux-là quand ils seront tout noirs, on les rebalancera là et on en remettra des nouveaux. Je pense que c'est le truc le plus simple à faire. Comme ça, en gros, on laisse vraiment pas le temps aux mauvaises herbes de s'installer. Ici, c'est les oignons, ils ont commencé à sortir. Là, on a des choux que j'ai plantés vraiment trop en retard, mais j'avais fait mes semis en retard. Pareil, là, j'avais tout un bac d'épinards. Bon, elles ont bien ramassé. Les choux derrière là-bas aussi, donc je pense que là, ça va rien donner du tout. Là, on a mis pas mal de litières souillées. Donc, c'est pas du fumier, c'est pas de la paille toute seule, c'est vraiment un truc très grossier. Ici, on mettra les tomates, je pense. En fait, quand c'est peu décomposé, on met tout ce qui aime bien la merdouille, hein, c'est-à-dire tout ce qui va être tomates, courges, courgettes, concombres, melons, tout ça. Là, on a fini de mettre les lys tout le long. C'est juste pour protéger au cas où on a la même déconvenue qu'on avait déjà eue, c'est-à-dire un veau qui fonce dedans. Parce que j'ai déjà refait une fois, je compte pas le refaire 2 fois. Ici, ça sera l'enclos à poussins. Donc, on a doublé là pour pas que les petits poussins puissent sortir. Et là, c'est des fruitiers qui sont pas très beaux. Enfin, il y en a qui sont beaux, mais ceux-là, je les avais récupérés avant qu'ils partent à la benne. Ils avaient vraiment souffert. D'ailleurs, je crois que je les avais plantés en septembre. Ils étaient restés dans, vous savez, les sacs plastiques, je pense, tout l'été, quoi. Je les ai quand même récupérés. Ils ont redémarré. Celui-là, là-bas, a bien poussé. Vous voyez, il monte jusque-là. Mais celui-ci, il a du mal. Et puis, j'ai beau essayer de détailler pour leur donner une forme. Ça fait des igouigouis. C'est pas terrible. Je sais pas encore comment je vais me débrouiller, mais bon, c'est pas grave. Ils sont là, ils sont là. Là, on est le 5 décembre, on a encore des poivrons. Bon, ils sont pas fameux, hein. Là, je vais les ramasser. Ils vont pas rougir plus, je pense. Parce que là, c'est le seul jour où il fait soleil. Et puis, il a déjà gelé cette nuit. Alors, dans la serre, peut-être pas encore, mais ça va pas tarder, hein. Il reste presque plus rien. C'est la fin. Donc, je ramasse tout, même ce qui est pas forcément mûr, hein. Ça, ces petits trucs, je pense que ça peut se manger quand même, hein. Bien cuit. Donc là on va mettre tout ça au potager, donc c'est de la paille souillée, c'est ce qu'il y avait en fait dans la bergerie. C'est resté un moment dehors, les poules ont bien gratté dedans, donc j'espère qu'elles ont mangé un petit peu toutes les petites graines qu'il pouvait y avoir et la majorité des bestioles. On va épandre tout ça sur le sol, sur les zones qui recevront les tomates et les courges. Donc ça n'a pas besoin d'être ultra décomposé en fumier, en terre, quoi. Et puis de toute façon là avec tout l'hiver qui va passer dessus, tout ça, ça va encore mieux se décomposer. Je vais vous montrer la précédente zone des tomates, puisque là j'en ai arraché pas mal, où j'avais fait ça l'année dernière. L'état de la terre actuelle, en fait, qu'est-ce que tout ça est devenu après une saison entière. Donc là c'était une autre zone où il y avait les tomates et les courges. Donc là c'est pareil, il n'y a pas eu beaucoup de mauvaises herbes. Sur tout cet endroit, en mauvaise herbe, il y a ça qui est ressorti là, des achillées. Bon, ça n'a pas posé de problème. Et puis ça, voilà, ça je
Qu'est-ce que c'est ça? Ça doit être c'est ce qui fait les petites fleurs blanches. Donc voilà, il y a que ça qui est ressorti. En tout cas, moi je trouve que c'est très intéressant d'utiliser cette ressource qui est très riche en fait, parce que dedans il y a des déjections de moutons, il y a que ce soit de l'urine, des crottes, et puis aussi un petit peu des poules, hein, on mélange un peu tout. Donc c'est très riche. Ça permet de ne pas avoir à utiliser de bâches. Alors je sais que les bâches c'est très pratique, c'est très rapide. Moi j'ai un petit peu un traumatisme avec les bâches parce que j'ai toujours vécu à la campagne, et des bouts de bâches noires on en retrouve partout dans mon terrain. Dès que je fais un trou, on trouve un bout de bâche noire. Même au nouveau terrain où il y a les animaux, il y a des bouts de bâches partout, quoi. C'est énervant en fait. Bien sûr qu'il y en a qui vont avoir une utilisation des bâches qui va être raisonnée. C'est magnifique là, la luminosité. Ils vont avoir une utilisation raisonnée des bâches, ils vont les replier quand ils s'en servent pas, etc. Mais dans tous les gens qui vont essayer de réappliquer ça, vous allez avoir des souillons qui vont laisser les bâches. Et qu'est-ce que vont devenir toutes ces bâches utilisées dans 10-20 ans? Et ben, ça va faire des petits bouts de bâches partout dans le sol, comme c'est le cas chez nous quand on a eu des gens souillons, quoi, qui laissaient leurs bâches traîner partout. Et ces bâches ne se décomposent pas. Donc ici, le sol, il regorge de bouts de bâches noires et de bouts de ficelles bleues, vous savez, les ficelles qui entourent les bottes de paille. Donc je suis assez intransigeante sur les bouts de bâches et les bouts de ficelles bleues. Dès que j'en vois, je les ramasse et je les enlève. Ça, je supporte pas de trouver ça. Donc voilà, c'est pour ça que je suis aussi réticente que ça avec les bâches. Puis en plus, je trouve que ça, à moins de mettre plein de matière organique plusieurs fois, donc de les enlever à chaque fois, ça ne nourrit pas le sol en permanence comme le ferait un paillage comme ça, quoi. Voilà. Après, le paillage a ses inconvénients, hein, ça c'est sûr, c'est certain. Je vous prends en voix vite fait pour répondre à 2 commentaires qui reviennent souvent. Le premier, c'est que le paillage, ça disparaît vite et il faut en remettre souvent comparé à la bâche, qui reste, elle, en place toute l'année. Alors oui et non. Si vous devez en remettre souvent, c'est que vous n'en mettez pas une couche assez importante. Mais si vous mettez une grosse couche en avril, ça doit tenir jusqu'à la fin de saison. Vous rechargez à l'automne et là, ça retient jusqu'au mois d'avril suivant. Le deuxième commentaire qui revient, c'est qu'il y a plein de trucs qui germent et qui réenvahissent vos plates-bandes. Là encore, c'est que vous ne réfléchissez pas dans votre pratique. Il y en a qui vous disent de mettre de la tonte, que ça apporte de l'azote. Oui, mais il faut en mettre uniquement à la tonte de début de printemps. Si vous mettez de la tonte où des graminées ont germé, c'est-à-dire les autres tontes de l'année, forcément, vous mettez dans vos cultures plein de graines. Et de la même façon, il y en a qui vous disent d'utiliser du foin, parce que le rapport carbone-azote est plus équilibré que la paille. Mais encore une fois, le foin, c'est de l'herbe de prairie. Donc si vous avez un agriculteur qui fauche pas au bon moment, vous allez vous retrouver avec plein de graines. Et un agriculteur qui va faucher au moment où l'herbe est la meilleure nutritivement, c'est-à-dire au début des piaisons, en général, il va pas vous le vendre son foin, il va le garder pour ses bêtes. Donc je vous ai déjà dit, utiliser du foin au potager, c'est du gâchis, c'est pas du tout écolo, parce que vous avez utilisé de l'essence en fait pour que ce soit coupé et même pour le ramener chez vous, alors que c'est même pas mangé par des animaux, donc vous le mettez directement comme ça en décomposition, c'est bête quoi. De même, la paille, il reste toujours quelques graines, hein. Moi j'utilise d'abord en litière dans la bergerie, donc en plus ça rééquilibre quand même le rapport carbone-azote, hein, parce que les animaux le souillent, et comme en plus il y a mes poules qui ont accès et qui mangent l'essentiel des grains restants, en fait au final j'ai très peu d'herbes non voulues qui poussent. Alors ça arrive un petit peu, mais franchement pas grand chose. Donc c'est pour ça que moi dans ma pratique, les bâches ne sont pas un réel plus, et les avantages ne surpassent pas les inconvénients que j'y trouve. Là, on a eu ces 2 petits agneaux, des faux jumeaux. Il y en a un, je pense qu'on va garder, c'est le blanc qui est là-bas, celui-ci. On va le mettre à la vente puisque ça, c'est des purs ravas, du pur race. Il n'y a que cette mère, en fait, avec qui on peut faire du pur race, puisque les 2 autres, c'est des races bouchères que j'ai prises pour pouvoir faire des agneaux, en fait, croisés, pour améliorer un petit peu la conformation de mes ravas, puisque les ravas, c'est pas une race pure bouchère. C'est vraiment une race rustique qui est faite pour valoriser les fourrages grossiers. C'est même peut-être la race qui les valorise le mieux. Donc je me suis dit je vais tenter quelques petits croisements, mais j'ai quand même gardé des individus pour rester en pur, parce que bon, comme je suis débutante, ce que je vais faire c'est un petit peu expérimental et totalement aléatoire, hein. Donc je verrai bien. Donc ces petits là on les a bouclés, je vous insérerai les séquences avant peut-être. Ça m'énerve franchement, le bouclage, je trouve ça moche, on voit que ça, c'est tellement lourd que leurs oreilles elles pendouillent. D'ailleurs, on s'est trompé sur celui-là.
On a mis le petit embout électronique qui est censé aller à l'intérieur, on l'a mis à l'extérieur. Il faisait super froid, on avait les mains gelées. Il a bougé, du coup on s'est décalé et quand on l'a remis on n'a pas regardé et clac, c'était trop tard. Même le truc bleu en général, moi je le mets à l'intérieur. Vous voyez, sur ceux-là, on a tout mis à l'intérieur. Donc bon, c'est pas grave. Donc ces 2 petits agneaux, ils sont très mignons et comme c'est des pures races, on va le garder. Et lui, du coup, on va le vendre, ce bélier. Il est très mignon, très gentil. Mais celui-ci a l'air d'avoir une laine incroyable parce que franchement, il est 2 fois plus poilu que son frère. Et même, on voit que la laine est plus soyeuse, plus blanche, plus jolie. Donc je me dis que pour la laine, ça sera peut-être un peu mieux. Et puis, je trouve qu'il est vraiment beau celui-là. Il est vraiment mignon. Donc je pense que celui-ci, on va le garder. Et l'autre, on va le vendre. On a mis aussi les anneaux aux queues. Alors pourquoi finalement j'ai fait le choix de mettre les anneaux? Donc on a gardé les queues sur 2 et on en a coupé sur 2 l'année dernière. Et en fin de compte, j'ai eu une fois de la diarrhée sur le bélier. On s'est vraiment embêté à nettoyer les boules de merde, quoi. C'était vraiment pas agréable. Donc j'ai fait le choix de couper les queues. Par contre, je ne les coupe pas court. Les 2 agnelles que j'avais achetées avaient la queue coupée beaucoup trop court par leur éleveur. Ça, je pense que c'est très mauvais. En fait, il faut respecter les muqueuses. Donc je place l'anneau après la muqueuse pour qu'en gros la queue ne soit pas super longue, mais qu'elle ne soit pas non plus trop courte. J'ai longtemps réfléchi, est-ce que je devais couper cette queue ou pas. Les départements sont pas toujours tous d'accord entre eux. Nous par exemple ils nous disent qu'il faut couper les queues parce que ça évite les miasmes qui sont attirées par justement les fécasses qui sont collées au poil. Et dans un autre département, là j'ai une abonnée qui elle a des moutons aussi. Elle m'a dit que c'est l'inverse, ils recommandent de laisser les queues longues, que ça les protégerait des mouches et donc des miasmes. Bon bah écoutez, mettez-vous d'accord. En tout cas moi j'ai fait finalement le choix de les couper tout simplement parce que j'ai réfléchi et dans la nature qu'est-ce qui se passe, le mouton sauvage en fin de compte c'est le mouflon et il a la queue courte quoi, il a une queue comme la mère là, donc je me dis ce qui marche le mieux à l'état sauvage c'est quand même une queue courte, vu que dans la nature c'est beaucoup plus court, c'est comme une chèvre en fait, hein, c'est de la même longueur que la chèvre. Je me dis que ça se trouve, ça les a sélectionnés parce que ceux qui avaient la queue longue mouraient des miasmes par exemple. Donc j'ai fait le choix de couper à peu près la même longueur qu'un mouflon, quoi. Vous voyez, donc celle-là c'est une que j'avais achetée. La queue est beaucoup trop courte et on voit ses parties génitales et ça je pense que c'est pas très bon. Les muqueuses quand il n'y a pas de poils dessus c'est fait pour ne pas montrer au soleil. Donc moi j'ai fait en sorte en fait que la queue couvre complètement. Je vais vous montrer sur mon agnelle de cette année. Donc voilà, ça c'est une agnelle qui est née cette année en mars. Vous voyez qu'on ne voit pas du tout ces muqueuses, j'ai laissé la queue à cette taille là. En fait j'ai mis l'anneau juste après la partie muqueuse qui fait un triangle. J'essaierai de vous insérer une photo pour que vous voyez bien. Je le mets toujours après, environ un doigt juste après le bout de la muqueuse. Et donc ça donne ça. Par comparaison, donc un à qui on a fait le test, celui-là on n'a pas coupé la queue, donc lui il n'a pas eu de problème de diarrhée, il n'y a pas de souci. On n'a pas eu de miase non plus parce qu'on a un petit cheptel. Mais voilà, vous voyez la différence. Celui de gauche a la queue bien plus courte que celui-là, mais ce n'est quand même pas aussi court que la mère. Là encore une fois, une autre mère, donc qui vient aussi du même élevage que l'autre. Il a coupé beaucoup trop court. On voit derrière les parties muqueuses qui sont exposées en plein soleil. Donc je pense que ça c'est pas du tout bon pour leur santé, on va dire. Donc vous voyez, le fait qu'on tâtonne en tant que particulier et qu'on réfléchisse à ces problématiques, ça vous permet aussi de voir différentes choses et de faire votre propre choix, puisque là vous avez les 3 cas qui existent. Donc moi finalement je choisis de faire que demi-long comme ça. Je pense que c'est vraiment le mieux. Ça pour moi c'est trop court, ça va pas du tout. Au contraire ça va attirer les mouches parce que cette partie là n'est pas protégée, et ça c'est un petit peu trop long en cas de diarrhée. Mais vous voyez par exemple celui-ci n'a jamais eu la diarrhée de toute l'année et il n'a pas eu de soucis. J'ai eu le souci avec le bélier quoi, donc ça vous arrive pas tout le temps quoi, mais quand ça arrive je vous assure c'est pas très rigolo. Donc là je viens de leur mettre du Butox. Je suis pas particulièrement fière de mettre ça. Butox c'est un insecticide en fait contre les tiques, puisque les tiques peut tuer votre vache. Donc j'ai essayé quand même. J'avais essayé quelques huiles essentielles, etc. Ça n'a pas marché. Donc là, en fait, il suffit de mettre le produit sur le dos, sur la ligne du dos. Donc j'en ai mis sur les deux.
parce qu'elles en avaient énormément. Là, la pression des tiques va descendre avec le froid, mais quand même. Nous, tout l'hiver, dès que la chienne elle venait là, elle en avait quand même une dizaine, donc il y en avait quand même en permanence. Et dans le coup, là, elles en avaient quand même pas mal. Alors, je la brosse, celle-ci, donc j'arrivais à les faire tomber pour la majorité. L'autre, par contre, elle se laisse pas brosser. Là, Loline, elle est pénible. Je peux rien en faire. Loline, elle a toujours pas. Vous voyez, là, il y a un gros tic, là, par exemple. Là, la petite boule noire, ça, c'est un tic. Donc là, normalement, le Butox devrait les tuer et les faire tomber. Alors, le fait que l'insecticide soit en fait sur le dos de la vache, ça va pas non plus foutre de l'insecticide partout dans le pré. Par contre, comme en fait les tiques, dès qu'il y a un animal qui passe, ils vont aller dessus. Globalement, les vaches se sont un peu ramassées la majorité des tiques qui traînaient là. Donc je me dis que si je fais ça pendant quelques temps, je vais réussir à diminuer un petit peu la pression des tiques. Le fait d'avoir beaucoup débroussaillé, enlever tous les genêts, les fougères, il y a quand même beaucoup moins de tiques, parce que là elles en ont plus qu'une dizaine. La première semaine où elles sont arrivées, c'était une horreur, elles en avaient des centaines. Donc j'avais commencé, donc c'était pas Butox que j'avais mis, c'en était un autre. Là on a changé pour pas qu'il y ait d'accoutumance. Et voilà, donc les vaches, je les ai traitées. Les chèvres, je les ai pas traitées parce que comme j'arrive à les manipuler, quand elles ont des tiques, je peux les enlever. Puis elles en ont vraiment beaucoup moins. Je pense que c'est des hôtes qui sont moins de choix que les vaches. Et puis en plus, comme je les traite, je veux pas mettre de produits qui risqueraient ensuite de se retrouver dans le lait. Il n'y a pas d'AMM pour l'humain, pour ce genre de molécules. Voilà. Donc, et j'ai aussi eu un autre truc sur les vaches là, elles ont des aoutas. Alors là, ça va se calmer aussi pareil quand il va y avoir les premières gelées, mais le Butox va pouvoir servir pour les aoutas en même temps. Et pour les chèvres, faut que je teste la fleur de soufre qui est normalement acaricide. Donc vous voyez, ce sont des vaches qui ont un poil d'hiver. Quand on a peur qu'elles aient froid dans leur petite cabane, du moment qu'elles sont à l'abri de la pluie, leur poil est très épais. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Alors, c'est pas du tout le cas l'été. L'été, elles vont perdre leur poil en fait. Elles vont faire une mue. C'est pour ça que moi, je les brosse. Enfin, j'essaye de brosser le lit, mais la lie, je la brosse pour enlever le sous-poil. C'est ce que j'ai fait au printemps de cette année-là. Et elle a un poil vraiment épais qui lui permet de ne pas avoir froid. Voilà, pas du tout. En fait, ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que moi, en fait, mon but, c'est d'aller vers le système le plus équilibré possible pour avoir le moins besoin d'intrants, que ce soit de nourriture ou de soins vétérinaires, pour avoir des animaux en bonne santé qui produisent une quantité acceptable pour un cadre familial le plus facilement possible. Donc, j'ai fait le choix donc de prendre des races rustiques qui valorisent les fourrages grossiers pour que j'ai pas besoin de renouveler des prairies en semant des choses qui sont très riches, que je n'ai pas besoin de donner énormément de compléments céréaliers ou de luzerne, etc. Je fais le choix de couper les queues pour me rapprocher de la conformation du mouton sauvage, parce qu'en fait, le but, c'est que j'ai pas à faire de traitement particulier contre les miasmes, par exemple. Pour les vaches, mon but, c'est que par la bonne gestion du pâturage, la maîtrise des zones trop embroussaillées, ne plus avoir besoin de faire de traitements chimiques. Mais au début, comme tout ça, c'est pas encore bien en place, je suis encore obligée d'utiliser ces produits-là parce que sinon, je risque tout simplement de faire mourir mes animaux. Mon oncle, il a déjà eu le cas de vaches qui sont mortes à cause des tiques. J'ai une copine qui a perdu des brebis à cause des miasmes. Donc là, c'est pas comme au potager où perdre une récolte, c'est pas trop grave. Là, vous avez vraiment la vie de vos animaux dans les mains, donc faut pas être extrémiste et il faut savoir être raisonné dans sa pratique, tout faire pour être le plus naturel possible, mais savoir, on va dire, mettre de côté ses convictions personnelles pour le bien-être de ces animaux, tant que finalement votre projet n'est pas encore dans une conformation idéale. Et ça ne s'acquérira qu'avec les années. Vous ne pourrez pas tout mettre en place dès le départ et que tout soit bien équilibré.